for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, partons à la découverte de la commune de Moisé, 1718 habitants, située à 17 km au nord de Rennes. C'est pas très loin de Willy-Frey. Nos invités du jour se connaissent tous, ils habitent tous à Moisé ou à 300 mètres, comme ça on va te dire la vérité. Ils sont tous engagés dans diverses associations de la commune. Honneur aux plus jeunes, Alan Glody, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes vice-président du comité des fêtes, vous reviendrez pour nous sur Festoisé, premier festival de Moisé. Ce fut un carton plein pour une première, vous nous raconterez. Stéphane Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Emma Pazapa. Emma, c'est votre fille qui est atteinte de myopathie. Vous reviendrez sur cette chaîne de solidarité qui s'est créée autour d'elle dans la commune depuis quelques années. Moisé qui fait partie des communes qui se mobilisent chaque année pour le Téléthon qui approche. On en parlera avec vous, Daniel Guerrier. Vous êtes en direct de Moisé, en duplex. Vous êtes chercheur en génétique et bénévole dans l'association Moisé Téléthon. Bienvenue à vous. Moisé, une commune aussi tournée vers la nature. Deux exemples ce matin avec vos associations. Denis Chalmel, bonjour. Bonjour. Vous nous parlerez des potagers de Moisé et vous, Philippe Briand, de Champignons et Nature. Bienvenue à tous les cinq. Alors, vous représentez à vous cinq quand même 5 associations de Moisé. On se demande, mais combien y a-t-il d'associations à Moisé, Stéphane Fontaine ? À peu près une vingtaine. Ouais. Voilà, donc c'est une commune qui bouge quand même beaucoup. Ouais, On retrouve un peu les mêmes personnes dans chaque association. c'est ça. Parce qu'on n'est pas énorme dans la commune, Ouais. mais on se connaît tous, effectivement. Ouais, voilà. Et des associations aussi assez historiques qui ont 10, 20, Oui, voire même 30 ans parfois. Oui, hein. oui. La FM, entre autres, est une grosse association qui date. L'APE de l'école aussi, et date aussi pas mal d'années. Donc oui, là, il y a... Le tissu associatif fait clairement partie de l'ADN de Moisé, Daniel Guerrier. Ah oui, ça c'est mon sentiment et je suis sûr qu'il est partagé. Effectivement, vous voyez, 1700 habitants, 20 associations à tout niveau, que ce soit culturel, sportif, loisirs, entraide, etc. Effectivement, c'est vraiment un des, je dirais, c'est presque le poumon social de Moisé, le tissu associatif. Alors vous le disiez dans les loges tout à l'heure, je vous écoutais Anna Glody, on n'aime pas s'ennuyer à Moisé. Ah non, on déteste ça, effectivement, et c'est de là que partent toutes les idées. Ouais. On est une commune très très dynamique, multigénérationnelle, et à tous les niveaux, on a des bonnes idées. Du coup, on essaye de les exploiter et de s'entraider ensemble pour avancer. Et vous avez clairement baigné là-dedans, parce que vous avez grandi à Moisé, donc les associations, ça a fait partie de votre quotidien. Exactement, alors je suis petit-fils et fils de personnes qui ont grandi à Moisé, donc bien sûr, j'ai évolué au travers de tout ça. Et je pense que finalement, c'est un peu ça l'école de la vie au travers de Moisé, c'est grandir avec les autres et surtout au niveau associatif, qu'est-ce que c'est bien de donner du temps pour les autres et de voir grandir les gens. Et parfois aussi reprendre les rênes, vous nous raconterez tout à l'heure. Peut-être avant de revenir sur vos multiples engagements, on a envie que vous nous racontiez un peu cette commune, à quoi elle ressemble cette commune, Philippe Briand. Déjà, elle est proche d'une rivière et une Ouais. nature. Il y a encore quelques arbres qui subsistent, malgré le remembrement, mais bon, voilà, c'est sympa. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui fait le charme, selon vous, de cette commune quand vous y êtes installé ? Pour moi, c'était la nature. Hein. Ouais. Déjà, c'était la première chose. Quoi. Donc, ce contact-là. Donc, pas très loin de la forêt non plus, puisqu'on a la forêt de Rennes qui est à proximité. Donc, c'était surtout ça. Qu'est-ce qu'on apprécie au quotidien, Denis Chalmel ? Oh, je pense que c'est la tranquillité et puis le fait de traverser le bourg et de aussitôt rencontrer des gens qu'on connaît. Et, voilà, tout le milieu associatif, on se connaît bien entre nous et c'est tranquille, il n'y a pas de délinquance. Et c'est vrai, bon, il y a la forêt, il y a le canal aussi qui est pas loin. Donc c'est très agréable. Dès qu'on sort, en fait, déjà c'est une petite commune, mais dès qu'on sort, on est aussitôt en campagne, quoi. Alors, on dit souvent que Moisé est une commune rurale. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, cette ruralité, peut-être, Stéphane Fontaine ? Moi, je dirais moins. Je dirais Ouais. plutôt un petit village. Voilà, Ouais. on se connaît tous, de toutes les générations. Moi, j'ai connu Alan tout petit. J'ai connu Philippe par l'intermédiaire de mes beaux-parents. Voilà, on se connaît tous. Donc, à chaque fois qu'on se croise dans la commune, on a toujours quelque chose à se dire, à se raconter, parler d'associations,
voilà, donc c'est le côté sympathique. Voilà. Alors, Alan Glody, vous le disiez, hein, vous êtes la 3e génération à vivre sur cette commune. Entre peut-être le Moisé qu'a connu votre grand-père et le Moisé d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé si vous deviez vous poser la question? Que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ouais. Et on tend vers le non-changement, justement. C'est pour ça qu'on se réinvestit et qu'on l'aime, notre commune. Ouais. Et que justement, on veut, on veut garder ce côté de proximité, tout en ayant une autre proximité avec la métropole, Ouais. à peine 10 minutes de route. On l'aime, ce Ouais. Moisé, et on y revient. Même si on s'expatrie pendant un bout de temps, Ouais. on y revient. Alors, parole au plus ancien, Daniel Guerrier, quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a finalement changé sur cette commune en 30 ans? Je rebondirais sur ce que vient de dire Alan. Moisé change, bien sûr, parce qu'elle évolue en nombre d'habitants, etc. Ouais. Elle évolue aussi dans les technologies qu'elle peut utiliser, mais l'état d'esprit reste le même. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Cet esprit, effectivement, moi je dirais quand même assez rural, mais rural dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde échange. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, Moisé est une ville intéressante. Et vous me disiez aussi qu'il y a eu 2 vagues d'arrivées assez successives, puisque en 2010, vous n'étiez que 1200, et là, aujourd'hui, vous êtes presque 1700. En 15-20 ans, quand même, la population a augmenté. Comment on vit ça, l'arrivée de nouvelles personnes, quand on est dans une petite commune où finalement tout le monde se connaît, Stéphane Fontaine? Ouais, je pense que les gens s'intègrent. Donc, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça passe déjà par l'école, effectivement. C'est là où le lieu de rencontre, il est là entre parents, entre anciens et nouvelles générations. Je crois que beaucoup se sont investis dans cette association des parents d'élèves, n'est-ce pas, Philippe Briand? Oui, bien sûr. On a commencé nos premières expositions justement par le biais de l'association des parents d'élèves. D'accord. Mon épouse était trésorière et un jour elle me dit tu pourrais faire une initiation sur les champignons à l'école de Moisé. Oh, je lui dis oui, pourquoi pas. Et on a invité d'autres mycologues d'ailleurs. D'accord. Donc, et ça deviendra Champignons Nature dont vous nous parlerez tout à l'heure. Donc l'école c'est quand même un poumon fort qui permet l'intégration des nouvelles personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Emma fait aussi des animations avec l'école sur le Téléthon et l'handicap tous les ans. Donc voilà, l'école est primordiale aussi pour... C'est l'avenir de la commune, les jeunes. Et les jeunes reviennent construire sur la commune. On en débattait encore hier soir, où des enfants reviennent construire et reviennent sur la commune parce qu'ils s'y plaisent. Je crois que c'est l'envie d'Alan. On espère que ça marchera pour moi. On va parler peut-être de la nouveauté, ce premier festival que vous avez lancé. Alors peut-être, juste pour raconter la petite histoire à nos téléspectateurs, votre grand-père faisait déjà partie du comité des fêtes. Vous avez un peu repris la relève. D'abord, comment il a vécu cela, de vous voir reprendre un petit peu ses pas? Je pense qu'il l'a bien vécu. C'est lui qui peut en parler bien mieux que moi. Après, c'est toujours particulier de passer après ses aînés. On ne veut pas décevoir, on veut faire aussi bien, voire mieux. Du coup, je pense que c'est là qu'il aurait une fierté sur la réalisation des événements. Après, il y a notre histoire, bien sûr, mais il y a celle de tous les autres membres de l'association qui partagent cette vie associative et qui font vivre l'association à fond, finalement. Et comment vous avez eu l'idée de ce festival? Comment ça s'est lancé? Alors, dans ma tête, c'est un rêve de gamin. Faut pas se mentir. Mais finalement, c'est la réponse à un besoin aussi qu'il y avait sur Moisé, où moi, je suis de la génération 98. On a grandi avec un dynamisme culturel et festif sur Moisé qui, malgré la croissance démographique de la commune, était légèrement en déclin avec une association en veille. Du coup, on s'est dit, il est hors de question de voir nos cadets ne pas grandir avec ça. Donc, on a tout de suite repris les rênes quand on est revenu par ici et on a essayé de recréer un dynamisme festif et culturel autour de ça. Les anciens, vous n'aviez jamais pensé au festival avec tout ce foisonnement associatif? Vous n'avez jamais traversé l'esprit? Non, mais c'est une très bonne chose, c'est sûr. Et en plus, justement, c'est ce qui permet aux différentes générations de se côtoyer, justement, avec tous ces nouveaux lotissements, là, parce que ces nouveaux lotissements étant placés en haut de la commune, justement, ça les a fait descendre pour nous connaître aussi vers le bourg historique. Voilà. Et voilà, ça permet de faire plein de
de rencontres aussi. Et... On voit quelques images. Peut-être, Alain-Claudie, est-ce que ça a été facile justement de construire une programmation qui peut plaire à tous, aussi bien les jeunes que les moins jeunes Alors facile, je dirais pas, je dirais pas que c'est ça, mais finalement avec toutes les personnes qui ont intégré l'association, aujourd'hui on a des personnes entre 15 et 60 ans dans l'association, donc l'échange à l'intérieur de celle-ci s'est fait assez facilement et on s'est tous mis d'accord. Il n'y a pas une personne qui a fait des choix, notamment sur la programmation. Ça a été un mélange d'idées, un melting pot de plein de bonnes idées et qu'on réussit à donner un événement dont on peut être que fier sur cette année. Vous avez réussi à programmer d'ailleurs 14 artistes 14 artistes, c'est ça. Locaux, moins locaux. Alors quasiment que du local sur cette édition. Ça a été aussi le mot d'ordre de mettre en avant le dynamisme territorial. Du coup, on avait énormément de groupes locaux, mais à des dimensions régionales, nationales, des plus ou moins gros artistes, entre guillemets. Alors, est-ce que tout le monde était au rendez-vous de ce premier festival? Alors, le retour d'expérience. Ah, Denis Chelmel, carton rouge. Comment vous avez vécu ce festival? Très bien, très bien. C'est génial de voir ça en plein centre-bourg de la commune. Moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Voilà. Donc, ça apporte un peu de nouveauté, un petit peu de joie. Philippe Briand. J'étais pas là, donc... carton rouge aussi pour vous. Oui. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans les starting blocks pour 2023 Alan? Totalement. On a déjà même bien avancé. On aura un changement de date par contre cette année qui aura lieu sur le 3 juin 2023. Des plus grandes scènes, des plus grands artistes et une capacité augmentée à 2000 personnes sur cette année. Donc on vise un peu plus gros. Du coup, l'idée, c'est d'accueillir presque plus que d'habitants de Moisé. Exactement. On a fait une petite blague en aparté avant sur le nombre d'habitants justement, mais c'est faire grandir le festival, le projet, tout en restant à taille humaine et en ne voulant pas grossir trop vite, mais en évoluant bien sûr dans le bon sens. Daniel Guerrier, peut-être une question de voir ces jeunes comme ça se mobiliser. Est-ce qu'on a le sentiment aussi que, il y a la relève qui est assurée? Complètement. Complètement, tout à fait. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, cette relève, elle est assurée, elle est intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a aussi des jeunes qui arrivent, qui s'impliquent, et on a aussi des anciens qui, finalement, se disent qu'est-ce que c'est bien ici, et je veux aussi me retrousser les manches. Donc ça, c'est aussi un aspect que je trouve tout à fait intéressant de cette vie associative ici. C'est encore une fois, c'est effectivement les nouveaux, mais les nouveaux, c'est pas nouveau que par l'âge, c'est aussi nouveau par l'état d'esprit. Voilà, j'ai une vraie attractivité associative ici. Alors de Moisé la festive, on va passer à Moisé la solidaire. Depuis 2006, Moisé se mobilise pour le Téléthon. Peut-être, Daniel Guerrier, comment est né cet engagement il y a bientôt 15 ans? Oui, alors cet engagement est né en fin de compte principalement d'une personne, c'est son premier président, le premier président de Moisé Téléthon, de cette association qui s'appelait Sylvain Lelièvre, qui était déjà un monsieur très impliqué au niveau associatif extra-Moisé, je dirais, notamment avec les cheminots, etc., et qui effectivement a voulu monter cette association-là pour des raisons à la fois personnelles, mais aussi des raisons collectives. Et tout de suite, la mayonnaise a pris, je dirais, très très rapidement. Il y a eu presque, comme vous voyez sur cette photo, il y a eu quasiment 50 volontaires bénévoles qui ont accompagné Sylvain dans cette démarche, dans cette aventure. Et cette aventure, en fin de compte, maintenant, elle est très pérenne. Elle est non seulement pérenne, mais c'est devenu une institution. C'est-à-dire que c'est une institution festive que tout le monde attend. C'est aussi une institution, je dirais, solidaire et que tout le monde partage. Donc effectivement, il y a 20 associations, mais cette association-là, en fin de compte, représente vraiment l'esprit moiséen, quoi. On fait la fête, on est sérieux quand même, on se respecte, on s'entraide. Donc voilà, si je peux résumer ainsi, cette association, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus fort pour vous, puisque vous êtes chercheur en génétique? Et justement, j'ai envie de vous poser la question, comment on sensibilise à ces questions-là, à ces enjeux-là? Alors, moi, j'ai ressenti deux sortes de sensibilisation. Il y a effectivement des gens qui sont touchés, comme de très nombreux Français. Il y a 8000 maladies génétiques environ de connues. Tout le monde est touché de plus ou moins près
par une maladie d'origine génétique. Donc on se sent impliqué, on se sent aussi solidaire, on a envie que les choses avancent, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment effectivement le moteur de cette association-là. Mais en même temps, j'insiste sur aussi un autre aspect, qui est que il y a une sorte d'attente de cette festivité de Moisy Téléthon tous les ans, hein, parce que les gens vont se retrouver, on remplit la salle des fêtes lorsqu'on fait le dîner de l'association, etc. Donc il y a cette double volonté, cette double, je dirais, cette double envie, hein, de partager, d'entraider, de récolter des fonds, bien sûr, pour l'AFM Téléthon, hein, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, depuis sa création, Moisy Téléthon a environ donné 80 000 euros quand même à l'AFM Téléthon, donc c'est pas rien. Et voilà, et il y a la satisfaction d'avoir bien fait les choses à tous les niveaux. Et j'imagine pour vous, Stéphane Fontaine, puisque vous avez fait partie de cette association, c'était tout naturel pour vous de rejoindre ces rangs au vu de l'histoire d'Emma ? Oui, exactement. Avant la création d'Emma, j'étais même vice-président de l'association avec Sylvain. On faisait partie du bureau ensemble, donc on a vu toute l'évolution. Voilà, donc... Et après, effectivement, j'ai suivi mon chemin avec Emma, sans arrêter pour autant Moisy Téléthon, puisque je suis bénévole là-bas, c'est moi qui m'occupe avec un ami de toute la préparation du repas. Donc voilà, on est complémentaires entre les deux associations, Moisy Téléthon et Emma, bien sûr. Et c'est vraiment un temps fort dans la commune à chaque Téléthon, Denis Chalmel ? Oui, ça bouge, parce que déjà il y a une première animation, donc ils font une sortie, une petite course pédestre accompagnée de cyclistes. Et que vous avez fait en octobre. Il y a le milieu des motards aussi qui est impliqué, qui font la sécurité et qui font une sortie aussi également. Et tous ces bénéfices-là vont pour le Téléthon, bien sûr. Et après, lorsqu'il y a le gros morceau du Téléthon, exactement. Il y a beaucoup de monde qui... Ce qu'est en train de dire Denis Chalmel, c'est que vous vous mobilisez donc pendant le Téléthon, Daniel Guerrier, mais aussi tout au long de l'année avec quelques actions, c'est ça ? Bien sûr, notamment la dernière action, c'était ce que vient de dire Denis, c'était une sortie, une randonnée moto, une randonnée cyclopédestre, etc. On essaye aussi de faire venir les jeunes, à qui on parle de cette festivité dans les écoles, avec Emma d'ailleurs, hein, c'est ce côté aussi solidaire, interassociatif. Donc là, effectivement, ça explose, je dirais, le jour du Téléthon, mais ça se prépare toute l'année. Et les gens en parlent d'ailleurs toute l'année de Moisy Téléthon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dynamique autour du Téléthon, elle commence à faire tache d'huile dans les communes voisines. C'est ça qui est fort aussi. Oui, exact. Ouais. En fin de compte, au tout début, avec Sylvain, ça ne bougeait pas au niveau du Téléthon, c'était vraiment concentré sur Moisy Téléthon. Et on a voulu, par cette rando cyclopédestre, aller dans les communes pour justement parler du Téléthon et développer eux-mêmes leur association sur le Téléthon. Donc on voit que Saint-Aubin-de-Minier s'y est mis, Chevigné aussi et Chanay, qui sont maintenant des partenaires aussi avec nous. Et donc du coup, on passe dans ces communes, on parle du Téléthon et voilà, donc c'est ça qui est bien. Et est-ce qu'on a le droit de venir à Moisy, même si on n'est pas habitant, les 3 et 4 décembre prochains, Daniel Guerrier ? Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Hein, c'est l'essence même de cette association-là, c'est d'accueillir tout le monde avec ses particularités, ses différences, et avec tous la même envie, justement, de faire la fête autour de quelque chose de très sérieux, de très important. Donc bien sûr, tout le monde est bienvenu, à commencer par France 3. Rendez-vous est pris. On va parler aussi de cette solidarité qui s'exprime, hein, vous le disiez, autour de votre fille Emma. Donc Emma Pas à Pas, c'est l'association que vous avez créée, montée autour d'elle. Peut-être juste pour nos téléspectateurs qui découvriraient son histoire, qui est Emma ? Racontez-nous un petit Emma peu. est une jeune femme maintenant de 20 ans, passée, qui a eu une maladie génétique. Qui est l'ataxie spino-cérébelleuse autorécessive stade 4. Donc ça reste encore une maladie
Rare, très très rare, puisqu'il n'y a que 19 cas dans le monde. Voilà. Daniel nous aide justement beaucoup avec ça, parce que tous les rapports scientifiques et génétiques, on a découvert la maladie qu'à l'âge de ses 20 ans. Voilà. D'accord, très Donc, récemment. le jour de son anniversaire. C'était un cadeau pour elle, on était dans la recherche de la maladie depuis très longtemps. Donc c'est un soulagement pour elle de pouvoir mettre un nom sur cette maladie, voilà. Même si pour l'instant, voilà, il n'y a pas forcément de recherche poussée pour améliorer son quotidien au niveau génétique de la maladie, mais voilà. Et en attendant que la recherche avance, en tout cas à Moisé, vous vous mobilisez autour d'elle. Oui. Depuis 2015, l'association a été créée et on récupère des fonds pour pouvoir subvenir à ses besoins, que ce soit médical ou aussi matériel. Donc voilà. Et chaque année, vous organisez une journée pour Emma. Une journée, le 1er avril. Tous les ans, c'est début avril. Donc on a une sortie moto cette année de programmée avec un concert le soir qui, les sens issus, viennent bénévolement pour Emma faire un concert pour elle. Donc et je les remercie parce que voilà, ça permet aussi de faire une belle journée pour elle. Voilà. On fait corps aussi dans cette commune face à l'adversité. Philippe Briand. Oui. Ouais. Alain nous l'a dit. Tout le temps, bien sûr. Si quelqu'un a un problème, on aura toujours un coup de main à donner pour essayer de sortir la personne de la problématique. Et je pense que même au travers de la croissance de la commune et des gens qui arrivent, il y a toujours ce mot d'ordre d'intégration on ne passe pas à côté. Que ce soit même avec les journées associatives pour intégrer des associations ou même découvrir les habitants de Moisé, rien qu'en venant à un événement des associations. C'est là qu'on rencontre tout le monde. Il y aura toujours un noyau dur que vous verrez sur Moisé. Et je pense que c'est là l'essence même de ce que c'est Moisé. Alors on va changer de thème, on va parler du temps. Il pleut aujourd'hui, il y a les feuilles qui tombent. On est bien rentré dans l'automne, la cueillette des champignons Bassamplat. Et vous en connaissez un rayon, Philippe Briand. Vous êtes un peu le spécialiste déjà sur ce plateau, mais je crois qu'à Moisé, personne n'est au-dessus. Les champignons, c'est très compliqué parce qu'une vie ne suffit pas pour étudier tous les champignons. 145 000 espèces en Europe, donc voilà. Nous, on en expose 200. Donc voilà. Donc cueillis à proximité de Moisé, notamment à Liffré et puis à Saint-Thomas-du-Cormier. Donc voilà, et puis donc là maintenant on fait une expo grâce à une aide de la municipalité aussi, parce qu'on a une grande salle, donc on peut déjà s'exprimer différemment. Donc voilà, on a quitté l'école il y a longtemps déjà. Et peut-être d'où vous vient cette passion pour la mycologie? C'est avant Moisé ou c'est à Moisé que ça s'est au départ, c'est la gastronomie. Avec les grands-parents, on allait aux champignons, c'était pour le casse-mouton, donc voilà. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré des mycologues et je me suis aperçu que la mycologie, c'était pas que ça, quoi. Il y avait autre chose. Donc voilà, et puis que les champignons sont nécessaires aussi pour la forêt. Donc voilà, et puis c'est comme ça, de fil en aiguille, quoi. Et puis j'ai des rencontres avec des mycologues régulièrement aussi, en plus. Donc. Et il a transmis la passion des champignons à la commune même quand on n'est pas... Moi, par exemple, je suis rentré dans l'association, tout simplement parce que Philippe est déjà un ami. Et puis en plus, c'est une tête pensante écologique. Il vous parle des champignons, mais il peut vous parler des oiseaux, et voilà, sur un tas de thèmes sur la nature. Et c'est tellement agréable d'être avec lui, ainsi que ses amis mycologues. On apprend sur le terrain et on découvre plein de choses. Et on faisait plein d'erreurs. Il y a encore des gens qui font des erreurs, d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose qui revient, quoi. Parce que vous êtes l'invité quand même que j'ai appelé plusieurs fois, qui à chaque fois que je vous appelais, vous étiez dans la forêt. Ça, c'est assez incroyable quand même. À vous cacher du vent pour qu'on puisse échanger. Alors on va regarder juste ce reportage. On s'est invité lors d'une cueillette au tout début de la saison. On regarde ce reportage et on revient tout de suite après avec vos conseils, Philippe Briand. D'accord. Première cueillette de l'automne pour Evan et son père Rossé. Et c'est un petit début de saison. Ils reviennent avec quelques chanterelles et le plaisir d'avoir passé 2 heures ensemble dans les bois. Quand on sort avec papa, on va chercher des champignons et c'est... des fois, on trouve de la chanterelle et d'autres choses. Et après, on fait une tortilla. C'est la patience. C'est essayer d'être tranquille. Si on ramasse rien, on trouve rien. Mais si on emmène quelque chose à la maison, tant mieux. Ils cueillent 4 espèces de champignons, uniquement celles qu'ils connaissent. Ça sent le vinaigre.
en grattant le pied un peu. Ces spécialistes en mycologie préparent une exposition. Ils trient plusieurs centaines de champignons avec méthode. Tous les éléments doivent être analysés. Le chapeau déjà, la couleur du chapeau. Après les lames, parce qu'après il y a les lames, il y a des pores, après il y a des aiguilles, il y a des plis. Chaque champignon a ses détails, il faut les connaître. Et parfois l'œil ne suffit pas. Il existe 16 000 espèces de champignons en France, 1400 sont comestibles. Tout le monde va sur les bolets, les cèpes de Bordeaux, les girolles, trompettes de la mort. Bon, souvent les gens demandent est-ce que ça se mange, mais bon, il n'y a pas que cela, quoi. Chacun a sa spécificité, a sa beauté. Selon les espèces, ils poussent à différents endroits, dans les prés, sous les bois ou sur les arbres. Ça, c'est un champignon qui s'appelle la mucidule visqueuse, qui est très fragile aussi. Et les Anglais lui ont trouvé un joli nom, je trouve, puisque c'est le champignon de porcelaine. La saison est donc lancée. Attention aux espèces et à la quantité. Vous ne pourrez cueillir que 3,5 kg de champignons par jour et pas tous les jours. Dans les forêts, propriété de l'État, comme ici celle de Rennes, la cueillette est interdite les mardis et les jeudis. Voilà pour ce sujet. Donc vous connaissez peut-être l'intégralité des personnes qui sont interrogées dans ce reportage. Cette saison des champignons, elle se passe bien? Est-ce qu'on en a beaucoup, pas beaucoup? Oui, on a craint un petit peu au mois de septembre. Et puis après, donc on a eu de l'eau quand même un petit peu. Donc là, on n'a pas à se plaindre. On a quand même quelques espèces. Donc nous, on a fini avec 167 espèces, ce qui était bien. On n'est que 2 mycologues à l'association. Donc voilà, l'année prochaine, normalement, on doit avoir 3 autres mycologues qui vont venir nous rejoindre. Et quelles sont les espèces que l'on retrouve le plus en forêt de Rennes? Les chanterelles, bien sûr, tout le monde les connaît, celles-ci. Et puis les bolets, forcément, c'est très prisé. Donc voilà, notamment le cèpe de Bordeaux. D'accord. Voilà. Alors chaque année, vous le disiez, vous organisez une cueillette collective, une exposition. Comment s'est passée la dernière édition qui a eu lieu il y a quelques semaines? C'est très bien passé, on a eu beaucoup de monde, notamment aux cueillettes. Alors toi, tu parlais de 82 personnes le samedi à la cueillette. Alors, par contre, ça fait beaucoup de monde et on n'est que 2 animateurs, enfin 3, c'est un peu juste. Et le dimanche, on avait 60 personnes. Donc voilà. Et donc là, c'est pour enrichir notre expo aussi. Après, il y a une détermination qui se fait en salle des champignons. Les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est repartir avec un peu de champignons aussi, bien forcément, et puis enrichir l'expo. Voilà. Alors, il y a les champignons, mais il y a aussi Philippe Briand, l'écolo, parce que vous avez aussi à cœur de porter des thèmes autour de la biodiversité. Quels sont les sujets que vous abordez plus ou moins? Alors, cette année, à titre expérimental, on a commencé par les plantes mellifères, les plantes médicinales. Alors, quelques plantes. C'est quoi les plantes mellifères? Alors, mellifères qui attirent les papillons, les abeilles et les insectes. Donc voilà, et qui nourrissent aussi les abeilles. Voilà. Donc, à titre expérimental, on va voir si les gens s'y intéressent. Avec des fiches explicatives par plante, et je me suis aperçu que oui, on a eu beaucoup de questions. Donc, vu que l'année prochaine, on aura peut-être 3 mycologues de plus, donc on pourra élaborer des thèmes tels que les plantes médicinales, officinales, et puis voilà, c'est de fil en aiguille, on arrivera à faire plus de choses. C'est peut-être le temps aussi de former des jeunes moiséens à prendre la relève. J'ai formé un stagiaire déjà à mon travail, aux espaces naturels, donc ça c'était déjà bien. Moisé, j'attends, je l'espère. L'appel est lancé, les jeunes moiséens, on vous attend. Bon, il y a un investissement après, il faut travailler avec les livres aussi, parce que tout ne vient pas comme ça. Donc, voilà. Et là encore, c'est ce que j'ai compris aussi, vous faites souvent des ponts entre différentes associations. Bien sûr. Et vous êtes arrivé de travailler avec Denis Chalmel, par exemple. Oui, complètement. Et nous, à un moment, je pense qu'on va remettre ça sur le tapis l'année prochaine. On faisait une bourse aux plantes en même temps que l'expo champignons. Et on avait un animateur, un gars du coin que tout le monde connaît, qui venait nous faire l'animation autour des échanges de plantes et tout ça. Et du coup, ça faisait encore une salle des fêtes qui était encore bien plus remplie, plus attrayante aussi. On avait même un autre copain demoisé qui, lui, exposait toutes sortes de de courgettes et courges et tout ça. Légumes anciens, enfin pas légumes anciens, mais avec des formes et des couleurs complètement variées, complètement folles. On ne manque pas d'idées à moiser. Parfois on manque de temps.
je crois. Surtout qu'une exposition, la semaine qui précède l'expo, il faut aller cueillir les champignons. Ouais. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parce qu'après, il faut qu'ils tiennent 2 jours en salle. Oui. Donc souvent, le dimanche matin, il y en a une trentaine qui repartent à l'extérieur. Donc D'accord. ils sont plus exposables. Peut-être quelques conseils à ceux qui souhaitent s'initier à la cueillette. Est-ce que c'est quoi les conseils? Il y a plein de conseils en fin de compte. Déjà, il ne faut pas être trop gourmand. Voilà. et respecter, donc on parlait tout à l'heure de 3 kilos. Effectivement, 3 kilos, je crois que c'est déjà bien. Il y a de quoi faire. Et puis, cueillir le champignon en son entier pour bien le déterminer. Ça, c'est important. Sous les champignons qui ont des lamelles et des volves. Donc voilà, il faut rester prudent. Donc voilà les conseils qu'on peut donner. Quoi. Et quand on a un doute, Ah bah, bien sûr. Ou alors, on va voir quelqu'un qui s'y connaît. Ou les pharmaciens aussi. Une des premières choses que tu rappelles tous les ans, et tous les ans il faut la rappeler, c'est ne jamais mettre les champignons dans des sacs en plastique quand on les cueille. Voilà. Ouais, d'accord. D'abord parce que c'est plus qu'une soupe, une macédoine, on ne s'y retrouve plus. Et en plus, on veut les laisser, si on les laisse trop longtemps dans un sac plastique, il y a des moisissures qui se développent et un champignon dit comestible peut devenir toxique. Donc il faut éviter. Faire très attention. Panier en osier, voilà ce qu'on préconise. Petit panier en osier, je crois que tout le monde connaît la très leçon. Aéré, Moisé. Autre lieu qui est devenu l'un des poumons de la commune, les potagers de Moisé. Denis Chalmel, là c'est votre rayon. Peut-être racontez-nous les débuts de ces jardins familiaux qui aussi commencent à faire date dans la commune. Oui, parce que, alors en fait c'est juste avant 2010, par là, il y a une personne à Moisé qui s'appelle Frédéric Bougeot, on va en reparler après, qui a eu l'idée d'organiser des jardins comme ça sur son terrain. Il avait un terrain assez large en pente qui descendait vers la petite rivière qui s'appelle l'Illet. Et rapidement, on s'est retrouvé à une quinzaine d'habitants pour jardiner là. Voilà, il a fait la petite inauguration et tout. Et puis, il a quitté Moisé, et si bien qu'à ce moment-là, avec l'ancienne municipalité, on a cherché un terrain, parce que ça intéressait quand même les gens. Et on a eu la très grande chance d'avoir un terrain de 4000 m², situé en plein centre de la commune, juste derrière la salle des fêtes. Et là, on a commencé à travailler en cherchant plein de matériaux. On a fait appel un peu aux gens de la commune. Et dès le lendemain, on avait des gens qui nous apportaient des poteaux en bois, des grillages, des choses comme ça. Et dès le début, en fait, on a utilisé que des matériaux de recyclage pour faire nos parcelles, style des rondins en bois pour faire les allées. Et puis, il y a même une petite dame qui s'appelle Dolores chez nous, qui a des ânes, et qui est venue avec son âne et sa herse pour passer dans le terrain. Et au fur et à mesure des années, ça s'est développé. Et là, maintenant, on est rendu à 30 familles quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Et comment ça fonctionne comment vous fonctionnez? Alors, en fait, chacun a sa parcelle? Chacun a sa parcelle. Mais tout le monde bénéficie du compostage, des récupérations d'eau. Et on fait des travaux en commun. On a 2 parcelles communes. Par exemple, si je fais des pommes de terre et qu'il m'en reste, je vais mettre dans la parcelle commune. Et chacun peut apporter et récolter ce qu'il veut dans ces choses-là. On a fabriqué des tunnels aussi, tout en récupération. Alors, un tunnel classique en forme de sphère, et puis on s'est rendu compte que, par exemple, les pieds de tomates, là-dedans, on pouvait les mettre qu'au milieu, sur les côtés, ça poussait sur la serre, c'est pas terrible. Et donc, on a refabriqué un tunnel à forme parallélépipédique, où là, on peut avoir nos pieds de tomates qui poussent, voilà. Et donc, nous, autrement, on a fait plusieurs choses. Par exemple, on a la fromagerie de Lillet, qui est juste en dehors de la commune, qui nous livre tous les ans une remorque de fumier, gratuitement, qui nous livre un roundballeur de paille pour nos poules, parce qu'on a un poulailler collectif aussi. Et en échange, nous, lorsqu'il fait un marché sur sa ferme tous les samedis matins, et en échange, on va les aider bénévolement lorsqu'ils font le marché de Noël, lorsqu'ils font la course aux œufs à Pâques, ou cet été, ils ont fait aussi une petite fiesta. Et donc voilà, on échange comme ça. Et ce que ne dit pas Denis Chalmel, Daniel Guerrier, vous allez abonder, c'est qu'il y a du monde qui gravite autour des poulaillers collectifs. Tout à fait. Alors moi j'ai la chance d'habiter juste à côté des poulaillers, donc au-delà de faire partie de l'association aussi des potagers de Moisé et d'aller m'occuper des poules, on rencontre effectivement dans les poulaillers déjà les professeurs des écoles qui viennent régulièrement avec leurs élèves voir l'évolution
des plantes qui ont été semées ou replantées. Donc là, il y a ce côté-là très pédagogique, je dirais. Les enfants viennent aussi voir les poules, parce qu'il y a des poules, il y a des poussins. Les enfants savent que les restes de la cantine vont être mangés par les poules aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et je rencontre aussi, et dernièrement, j'ai rencontré, il y a une quinzaine de jours de ça, j'ai rencontré une femme qui venait juste d'arriver sur Moisé avec ses enfants, qui venait visiter les jardins, le poulailler. Donc je l'ai accueilli comme tout le monde l'aurait accueilli, au mieux possible. Les enfants sont venus avec moi ramasser des œufs, etc. Donc il y a ce côté tout à fait intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que c'est une des associations qui est le plus impliquée dans le tissu social, quoi, parce que au-delà de la culture, c'est aussi un lieu de rencontre, les jardins. Et vous avez le sentiment d'avoir construit quoi, Denis Chelmel, en 20 ans? Comme vient de dire Daniel, du lien social, en fait. Moi, je travaillais au moment où on a créé l'association, et en fait, je connaissais pas tellement de monde dans Moisé, parce que je partais de bonne heure le matin au travail, ou je travaillais de nuit, ou même le dimanche et tout. Et à partir du moment où je me suis impliqué dans cette association, d'un seul coup, j'ai connu plein de gens qui eux-mêmes étaient dans d'autres associations, et en espace de 2 ans, alors pouf, ça a éclaté complètement. Vous connaissez tout le monde se connaît. Voilà. Et par exemple, nous, dans notre association, on a également des gens du conseil municipal, on a des gens qui font partie de la TIM. La TIM, c'est le théâtre d'improvisation moiséen, qu'on retrouve un peu partout, qui va faire d'ailleurs un cabaret cette semaine, le 18. Là. Voilà. Il y a des gens qui font partie de l'association de l'ACM, c'est la course à pied, des parents d'élèves. Donc ça développe plein de choses. Et mais est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous aviez en vous avant d'arriver à Moisé, par exemple, Stéphane Fontaine, ou est-ce que c'est vraiment la commune qui donne envie de s'engager? Ouais, je dirais les deux. Je dirais, moi, nous concernant, ma femme fait partie de la commune, est née sur la commune. Ses parents faisaient partie aussi du comité des fêtes. Donc on est aussi baigné depuis tout jeune dedans. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi l'avenir. Donc on éduque ça aussi à nos enfants. Donc voilà, pour qu'ils s'intègrent aussi dans ces associations. Et je crois que c'est un peu toute la commune, puisqu'on retrouve aussi des parents qui étaient bénévoles dans des assos et leurs enfants suivent derrière, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et voilà. Et justement, Emma, comment elle va aujourd'hui? Ça va, très bien. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure. Très bien, très bien. Maintenant, elle fait un service civique, donc voilà. Donc c'est bien, parce que c'est assez marrant. Elle retourne dans son collège s'occuper des enfants qui sont aussi déficients visuels. Donc avec son expérience, elle apprend aux enfants aussi à s'organiser. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Donc, Et vous le disiez aussi, passage de relais, puisque Emma, au son tour aujourd'hui, veut sensibiliser sur sa maladie. Oui, elle participe aussi à l'école, voilà, elle échange à l'école. Elle est connue, maintenant elle a un chien d'assistance, donc les gens, ça passe par ça. Elle fait maintenant aussi sur Chevigné, elle a participé aussi à Chevigné à des ateliers pour parler de l'handicap, parler du Téléthon. Voilà, donc c'est important pour elle aussi. Voilà. Moi, si Denis Chelmel, oui, je vous en prie. Oui, parce que voilà, je voulais dire aussi qu'au niveau des potagers, cette année, on a eu tout un programme. En fait, on a répondu à un appel de la DDTM, c'est la Direction départementale des territoires, et qui voulait faire un plan de relance des jardins partagés, en proposant un projet d'action sur nos potagers. On pouvait avoir une bonne subvention. Et du coup, avec la municipalité, on a fait tout un projet. Et on va toucher cette subvention. Et d'un côté, il y a une bonne subvention pour les jardins partagés, les potagers, pour la commune. Mais la commune, en fait en telle sorte que ça vient complémentaire avec nous. Par exemple, ils vont poser une réserve d'eau de 20 mètres cubes qui va servir aussi bien pour les employés communaux que pour nos jardins. Ils ont acheté un broyeur de végétaux qu'on va utiliser, et on va ensuite créer dans l'immédiat un autre jardin partagé à l'entrée de la commune. Parce qu'il y a un lotissement donc, avec des jeunes parents, ils ont très peu de terrain, et finalement ils ont ce besoin-là aussi d'aller vers la nature. Un projet qu'on suivra évidemment. Petite question quand même, parce que ce matin je n'ai que des moiséens sur plateau.
rassurez-moi, les moisennes sont tout aussi engagées, Alan Glody. Bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Nous, sur notre association, on a une parité quasi parfaite, 52%, 48% au niveau masculin-féminin. Et bien sûr, là, aujourd'hui, on est 4 monsieur à présenter nos associations, mais les moisennes sont très, très présentes. On les salue et la prochaine fois, on leur laissera la place. Moi, je suis bénévole à la bibliothèque, je suis le seul homme avec 5-6 femmes. Donc voilà, ça veut dire que parfois, la tendance est inversée. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. Merci Daniel Guerrier d'avoir fait l'effort d'être avec nous. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour la découverte d'une nouvelle commune. Très belle journée, à demain.